Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec un point lecture. Alors on a 4 lectures qui ont été finies et un abandon. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable. À la base je voulais m'arrêter au bout de 4 lectures, mais avec l'abandon dont je vais vous parler quand même assez rapidement. Un peu compliqué forcément d'en parler, mais j'essaye juste d'atteindre un des livres, c'est le seul que j'ai chez moi, autant que je puisse vous le présenter. J'ai un petit carnet, j'ai un cahier où j'ai noté un petit peu mes lectures, ce que j'en ai pensé et pourquoi j'ai arrêté ma lecture, par exemple, pour mon abandon. Et on va y aller et commencer à en parler maintenant. Alors, le premier, donc je vais commencer par l'abandon, tout simplement. C'est Son Altesse Royale mène l'enquête, je crois que c'était un tome 1 de Rhys Bowen, et je crois que la maison d'édition c'était la même, donc c'est Robert Laffont, collection Bête Noire, donc la même que les détectives du Yorkshire. J'ai abandonné du coup, comme je viens de vous le dire, pour plusieurs raisons. Déjà c'était un emprunt à la bibliothèque, faut le savoir, donc c'est pour ça que la majorité je les ai pas. Sur les 5 que je vais vous... 5 que je vais vous présenter, il y en a qu'un qui était à moi. Les autres j'ai fini par les rendre à la bibliothèque. Donc c'était un emprunt. J'ai pas réussi du tout à me plonger dans le roman. J'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage, même pas au personnage principal, donc Georgia je crois. Donc ça devient compliqué parce qu'on était quand même censé la suivre de bout en bout. Donc si je commence le roman, enfin, ou la saga même, parce que je crois qu'il y a plusieurs tomes, sans m'attacher au personnage principal, ça va être tout de suite très compliqué. J'ai lu 60 pages sur 337, donc je sais pas du tout quel pourcentage ça fait. 60 pages de 337, 60... ouais. J'aurais peut-être pu essayer de pousser un peu plus, mais en même temps, j'avais pas envie de me coller une panne de lecture. C'est-à-dire que j'ai déjà vécu ça, notamment avec... Je crois qu'il est juste là, je vais pouvoir le sortir et vous le montrer. Notamment, c'est pas le bon. Ah, je sais pas où il est. Bon, c'est pas lui. Mais du coup, notamment avec un barrage contre le Pacifique, quand j'étais au lycée, j'ai eu une panne de lecture de 2 ans à cause d'un forçage, en fait, parce que j'ai forcé la lecture. Donc, je pars du principe que maintenant, je ne force plus aucune lecture, parce que j'ai pas envie de me créer un blocage de 30 mois finalement, donc de 2 ans et demi à ce stade, parce que j'ai des tonnes de livres à découvrir. Ma calaxe sur laquelle vous êtes posé est remplie de livres, alors certains de la bibliothèque, beaucoup sont les miens, et en fait je me dis que si je commence à me bloquer pendant 2 ans, on n'est pas quitte en fait. Donc maintenant je ne force plus, ce qui est l'une des l'une des raisons du coup pour laquelle j'ai arrêté, c'est pour pas me bloquer. Il y a aussi la raison de j'ai beaucoup trop de livres dans ma palle pour me forcer et me bloquer finalement. Et en plus je m'attachais vraiment pas au personnage et j'arrivais vraiment pas à rentrer dans l'histoire. Alors après c'était que le début, vous allez me dire, j'ai lu 4 chapitres je crois, mais c'était trop compliqué, c'était trop laborieux et j'ai plus envie de me forcer, donc j'ai abandonné et je l'ai rendu à la bibliothèque par la même occasion. Ensuite j'ai lu La Passe Miroir, le tome 1, donc Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, parce que forcément pour les autres j'ai pas mis les auteurs. Alors pour un ça va parce qu'il est juste là, mais pour les autres je me fatigue. Donc il faisait 569 pages, je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais je l'ai écouté en audio sur Storytel, que j'ai découvert en début de mois et que j'aime beaucoup utiliser.
Alors, la lecture audio durait 14 heures et 12 minutes. Moi, je l'ai écouté en x2, donc ça a duré un peu plus de 7 heures. Franchement, j'ai trouvé que ça s'écoutait super bien. J'ai un peu relate to Ophélia. Ophélie, pardon, pas du tout Ophélia. Donc la personnage principale. Sur plusieurs petits points, il y a plusieurs petits trucs qui m'ont fait dire ah bah comme moi. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je crois que les autres partent en sur 20 après. Ouais, c'est ça. Donc, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, faut que je vais vous tourner une vidéo, donc vous l'aurez déjà vu, où je lui lis les premières lignes, genre les premières phrases, pardon, les 2-3 premières phrases de chaque roman que j'ai emprunté à la bibliothèque pour voir si je les garde ou si je les rends. Parce que j'en ai 50, bon un peu moins maintenant parce que j'en ai rendu. J'en ai beaucoup trop en fait. Et là j'en ai un qui est en attente, qu'il faut que j'aille chercher à la bibliothèque. Il y en a un, vous allez voir, vous aurez vu de toute façon si vous avez eu la vidéo, mais bref. Et je pense que si j'en rends suffisamment, c'est-à-dire que je peux pas en avoir plus de 30 normalement, sauf pendant les vacances. Donc forcément tout ce qui a été emprunté avant le 20, avant le 19 c'était, pardon. Donc jusqu'au 18, tout ce qui a été emprunté jusqu'au 18, on a tout le temps prévu pour les lire, mais après il faut qu'on en rende au moins 20 du coup, enfin plus de 20 pour pouvoir en réemprunter. Parce qu'on est censé en avoir que 30 en période normale d'année. Il y en a un qui était en réserve, que j'avais réservé et qui est disponible maintenant. Donc j'aimerais bien aller le chercher aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous tourner une autre vidéo après. Et si je peux, j'essaierai peut-être de me prendre d'aller me chercher la Passe Miroir 2. Dans une autre bibliothèque pour le coup. Vraiment c'est une galère, il faut que je passe de bibliothèque en bibliothèque. Que dire sur la Passe Miroir? Ouais, j'ai vraiment relate à Ophélie, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé des citations un peu mignonnes avant d'en fait comprendre que le méchant de l'histoire c'était pas forcément celui qu'on pensait. Donc ouais, là Ophélie pardon, je veux vraiment pas l'appeler Ophélie, elle va s'appeler Ophélia, hein. Ophélie pardon se retrouve dans une situation un petit peu précaire à la fin du tome 1, situation que j'aimerais bien voir se résoudre. Donc il me faudrait le tome 2 que j'irai emprunter. Mais en même temps, la chance que j'ai, c'est que je crois que le tome 2 de La Passe Miroir et le tome 2 du dernier livre que je vous présenterai, je crois qu'ils sont dans la même bibliothèque. Donc, j'irai à cette bibliothèque-là pour emprunter les deux. Si j'ai rendu assez de livres, donc en fait, je crois qu'il faut que je rende 17 des livres. On verra. Je vais peut-être vous faire le pitch de base. Donc on a Ophélie qui vit sur Anima, me semble-t-il, qui est une lectrice, une liseuse. Je sais plus comment ils disent, un des deux. Donc en fait, quand elle touche un objet à main nue, elle voit les souvenirs des personnes qui l'ont eu entre les mains, ou de la dernière personne qui l'a eu. Mais surtout par rapport aux sentiments qu'ils avaient en touchant cet objet-là. Par exemple, si elle touche mon téléphone, elle pourra voir les derniers sentiments que j'ai eus en le touchant. C'est un peu flou, mais c'est très clair. C'est beaucoup mieux expliqué dans le roman. Sauf qu'un jour, elle apprend qu'elle va être obligée d'épouser quelqu'un qui vient d'une autre cité que Anima, qui vient de... On y a passé la majorité du roman, enfin une grosse partie du roman. Je sais plus de là où il vient, du nord je crois, hein, de toute façon. Et elle a des
elle a quelques connaissances au sujet de ces personnes et c'est pas forcément des connaissances appréciables. C'est-à-dire que ils sont vus comme des monstres qui tuent, enfin des sanguinaires, etc. Et d'ailleurs, quand son fiancé, Thorne, arrive pour la première fois, très compliqué entre eux, il est très taciturne, très renfermé, très renfermé, pas renformé, je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot, très renfermé et pas forcément... il donne pas envie de lui parler. Du coup, comment dire, on suit ces deux-là. Elle finit par être obligée d'aller là où Thorne a grandi en fait avec lui pour passer un an, je crois, de fiançailles avant le mariage. Et il lui dit clairement qu'il faut qu'elle ait confiance en personne, que la seule personne à qui elle peut faire confiance, et il lui répète constamment, c'est sa tante à lui. Et donc elle a son chaperon, donc forcément elle fait confiance à son chaperon qui est sa marraine, je crois. La marraine, elle m'a tué, vraiment, elle me faisait trop rire. J'ai oublié son prénom. Mais elle me faisait trop rire. À chaque fois qu'elle parlait, elle était hilarante. Elle aussi, elle se retrouve dans des situations par moments assez folles. Mais du coup... Mais du coup, c'était plutôt sympa. Ça s'écoutait plutôt bien. Et j'ai vraiment kiffé mon moment. C'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et j'étais vraiment genre super bien dans le roman en fait. Et j'avais pas envie de bouger. J'avais pas envie de sortir du roman. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà commencé le tome 2 d'ailleurs. Mais j'ai encore plein d'autres lectures à faire, dont celles qui sont liées au j'estime les notes avec un chapitre de lu. D'ailleurs, vous aurez vu dans ma vidéo de jeudi de la semaine dernière, du coup, qu'il y en a un qui a été abandonné. Je ne l'ai pas encore tourné la vidéo, mais je sais que je vais l'abandonner. Bref. Mais du coup, La Passe Miroir, quand même, une très très bonne lecture au final. Ensuite, j'ai lu Le Tourbillon des possibles de Clara Hérault, me semble-t-il. Je suis pas sûre du nom de famille, mais il me semble que c'est Clara le prénom. Et je l'ai rendu à la bibliothèque, pardon. Donc 406 pages en papier, mais je l'ai écouté en audio. C'est ça. Je l'ai écouté en audio. Par moments, je suivais aussi sur le livre, mais du coup, c'est vraiment, je l'ai considéré comme une lecture audio sur mes graphiques que je vous montrerai en fin d'année. J'ai eu zéro attachement à Léonie, donc à la personnage principale. Je vous fais le pitch de base. Léonie vient de finir ses études. Elle rentre chez ses parents. Donc, elle habitait à Paris. Elle faisait ses études à Paris. Elle était en coloc avec ses deux meilleures amies. Enfin, avec deux filles qui sont devenues ses meilleures amies. Donc, elles sont arrivées en coloc, mais à la fin de leur études, genre à la fin de leur troisième. Enfin, genre pour la dernière année. Et donc elle rentre chez ses parents parce qu'elle n'a pas forcément la thune en fait de rester là-bas et de continuer à payer le loyer parce que elle vient pas d'un milieu très aisé. Elle était à Paris pour des études dans l'audiovisuel, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et donc elle rentre le temps de trouver un taf. Et pour elle, c'est calé. Elle va en avoir pour aller un mois max. Ça va être rapide. Elle aura un taf hyper vite. Et pas du tout. En fait, elle se constate très vite que ça va pas être le cas du tout, que ça va être une vraie galère, que ça va être hyper chaud de trouver du taf. Et que peut-être qu'il va falloir changer ses plans. Parce que son plan, c'est trouver un taf à Paris, retourner à Paris, se réinstaller avec ses potes et continuer leur petite vie toutes les trois. Sauf qu'en fait, elle constate très vite que ça va être
possible. Ça va être une grosse galère. C'est pas si simple de trouver du taf. Bienvenue dans la vie d'adulte, ma belle. Et en fait, ouais, elle se retrouve un peu perdue. Elle se retrouve à l'âge, donc elle a 23 ans, je crois. Donc elle se retrouve à un âge où on est encore un peu, on est théoriquement adulte, mais en fait, on n'est pas forcément, enfin, à 23 ans, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va en fait. On ne sait pas, la carrière qu'on voudra faire toute notre vie, et c'est normal. En fait, il y a plein de questionnements sur la vie qui se posent. Et j'ai trouvé ça stylé parce que c'est quand même un truc que je vois rarement dans les livres. C'est-à-dire ils sont à la fac, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire et il n'y a pas de changement de plan. Ça n'arrive jamais, ça, à part dans les romans, du coup. Donc là, j'ai trouvé que c'était stylé et il faut qu'elle change de plan et patati et patata. Et elle en change plusieurs fois d'ailleurs. Et en fait, quand elle rentre, elle a le fils des voisins de ses parents. Sam, c'est son ex. Donc ils étaient ensemble à l'école, etc. Et l'été de leurs 18 ans, ils ont passé un été de folie. Et elle a fini par partir à Paris en lui laissant un SMS, je crois. Donc déjà, madame, rien que ça m'a... J'étais là en mode, bah non, mais pas du tout, en fait. Et ouais, Léonie, j'ai pas réussi du tout à m'accrocher. Mais du coup, quand elle revient, elle retombe sur Sam. Bah en fait, il y a son passé qui se mêle à son présent et à son futur, du coup, parce qu'elle joue quand même son futur. Il faut qu'elle trouve un taf. Ce qui est chiant, je peux en témoigner. Ça va, moi j'ai fini par trouver. Et en plus, je reprends mes études en parallèle. Donc moi ça va. Mais ouais, très très chiant pour elle, très chaud. La pauvre, j'ai cru qu'elle allait jamais s'en sortir. Mais j'ai pas réussi à m'attacher à son personnage. Pour autant, je me suis attachée quand même à l'histoire, même si c'était du coup de son point de vue. Donc en fait, fallait s'accrocher par moment. Non, j'ai juste pas réussi à m'attacher à Léonie, mais en vrai, l'histoire était quand même intéressante et prenante. Et je pense que le lecteur, la lectrice, pardon, la personne en fait qui lisait le roman, j'ai réussi à m'attacher à sa voix. Je pense qu'il y a aussi de ça dans les lectures audio. Malheureusement, si la voix ne le fait pas, c'est foutu. J'ai pas noté grand chose. Si il faisait 10h12 de base, je l'ai écouté en 5h06 parce que je l'ai écouté en x2 aussi. Et ouais, les personnages, je me suis attachée un peu à Sam, j'avoue. Je me suis attachée aux potes, surtout à Naïma, donc aux potes de Léonie, à ses sœurs. En fait, elle a une grande sœur qui est 5 ans plus vieille qu'elle, elle a une petite sœur qui est 5 ans plus jeune qu'elle. Et en fait, elle est pile poil entre les deux et elle essaye d'être un modèle pour la petite. Mais en même temps, elle prend la grande comme son propre modèle. C'est compliqué pour la pauvre Léonie. Et non, il y a des fois, elle a des réactions. Au début du roman, elle arrive et elle râle parce que sa sœur est pas là. Et en fait, on apprend très vite qu'elle est là, mais une semaine plus tard que prévu. Donc en fait, elle râle alors que c'est elle qui a fait changer tous les plans de tout le monde. En arrivant une semaine plus tard que prévu, alors qu'elle aurait pu très bien arriver à l'heure. Léonie, parfois, elle avait des réactions. Alors, je peux comprendre que ce soit pas toujours linéaire et qu'on n'aille pas toujours bien, etc. Mais il y a des fois où elle avait des réactions qui m'ont juste gonflé, fait lever les yeux au ciel et soufflé, mais si fort que j'ai pas réussi à m'attacher à elle. C'est dommage. Mais que voulez-vous que je vous dise, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que j'essaierai un autre roman de l'autrice, donc de Clara Hérault. Toujours, je suis pas sûre du nom de famille, mais j'essaierai un autre roman de l'autrice et je verrai en fait si ça passe mieux ou pas. Parce que je crois que c'était Muffin and Books, donc Marie Repelin, enfin Marie de Muffin and Books, qui disait qu'elle en avait lu un autre de l'autrice qui lui avait beaucoup plus plu. Donc je fais confiance à Marie et je vais tout simplement en fait
en écouter un autre ou en emprunter un autre à la bibliothèque s'il y en a. Et j'espère pouvoir m'attacher au personnage cette fois parce que la plume de l'autrice est quand même belle. Enfin, j'ai quand même bien aimé. Ensuite, oh là là, la déception. La déception, mais une déception. Ah, il n'y a pas de note à le tourbillon des possibles. Je crois que je voulais lui mettre 14, 15. Je crois que je voulais lui mettre 15 sur 20. 14, 15. Un truc comme ça. Mais je ne l'ai pas noté, donc vous ne saurez pas finalement. La déception, une déception qui est quand même à noter 12 sur 20. Je m'attendais juste à totalement autre chose. Il s'agit de Lovely War de Julie Berry, me semble-t-il. J'ai pas le livre sous la main, je l'ai rendu à la bibliothèque, tout comme Le tourbillon des possibles et La passe-miroir finalement. Et Son Altesse Royale mène l'enquête. Il faisait 506 pages. Et honnêtement, je pense qu'il en faisait 52 plus, j'ai abandonné. J'aurais abandonné. Donc c'était un emprunt, je l'ai lu en papier, celui-ci. On a un fond de mythologie grecque, je vous explique le pitch de base après. J'ai eu quelques larmes en le lisant, mais pas grâce aux dieux grecs. Étonnamment, je pensais que ce serait à cause d'eux que je pleurerais, en fait, pas du tout. Un peu déçue. J'ai eu des petites larmes aussi pour Le tourbillon des possibles d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ça m'a tiré des petites larmes à un moment. Donc 506 pages et une note de 12 sur 20 comme prévu. J'ai pas mon carnet où j'ai les prévisions, mais j'avais prévu un 12-14 je crois, ou un 12 max. Je sais plus ce que j'avais prévu, mais du coup c'est la note est la bonne. Par où je commence moi? On y suit. Alors au début du roman, on est avec un couple qui arrive dans un hôtel et clairement ils essayent d'être discrets un peu. Ils n'ont pas envie d'attirer l'attention, mais elle est vachement belle, donc elle attire l'attention quand même. Et lui, il est vachement carré, vachement musclé et tout, donc ça attire l'attention aussi. Mais vas-y, tranquille. Ils obtiennent une chambre et un groom les accompagne. Déjà, le groom les accompagne jusqu'à la porte en leur parlant et machin. Et j'étais là en mode, les gars, je savais qui étaient les deux personnages du postulat de départ. J'étais là en mode, les gars, virez le groom, genre le laissez pas venir jusqu'à votre chambre, tu vois, genre. Déjà c'est bizarre un groupe qui vient jusqu'à ta chambre sans que tu le lui demandes, et surtout quand on sait que du coup les deux personnes sont Aphrodite et Arès. Donc Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour et patati patata, et Arès, dieu de la guerre, de la bravoure et du courage, je crois, de la guerre sanglante, il faut préciser, puisque il y a une déesse de la guerre, et pour le coup c'est Athéna, et elle c'est plus le côté stratégique, etc. Et donc Aphrodite et Arès prennent une chambre, puisque Aphrodite est mariée à Héphaïstos à la base. En fait on reprend le mythe de base de Aphrodite est mariée à Héphaïstos et le trompe avec Arès, en sachant que Héra et Zeus ont 2 enfants en commun. Après, Héra, je crois qu'elle a que 2 enfants. Je suis pas sûre de ce que je dis. Mais et Zeus, il en a toute une flopée, dont Aphrodite. Mais la mythologie grecque, en fait, déjà, Héra et Zeus sont déjà frères et sœurs à la base. Et donc, ils ont 2 enfants en commun, c'est Héphaïstos et Arès. Dans ma tête, Héphaïstos a toujours été plus vieux que Arès. Je suis pas sûre que ce soit forcément le cas selon les mythes. Mais du coup, Arès, dieu de la guerre, et en fait les dieux grecs en général sont connus pour être magnifiques, super beaux, parfaits en fait, et c'est le cas encore plus d'Aphrodite qui est la déesse de l'amour et de la beauté, qui est mariée à Héphaïstos, et en fait le seul dieu qui ne soit pas beau c'est Héphaïstos, connu comme le plus moche, le plus laid des dieux, et boiteux en plus. Alors la raison de sa boiterie change selon les mythes. Moi mon mythe
préféré à ce sujet-là, c'est qu'un jour il y a eu une embrouille bien vénère entre Zeus et Héra, et Héphaïstos a voulu s'interposer, et Zeus l'a dégagé, genre l'a viré du mont Olympe. Il l'a pris, il l'a balancé du mont Olympe, pour des raisons évidentes, le mont Olympe est quand même assez haut, donc c'est pour ça qu'il est devenu boiteux, ailé. Pas compris, mais voilà, il est devenu boiteux et laid à cause de son courage en fait à vouloir défendre sa mère, et je sais plus pourquoi, mais c'est lui qui est désigné pour se marier à Aphrodite à la base, et elle le trompe avec Arès. Dans les mythes de base, c'est juste parce que Aphrodite veut Arès, hein, à la base des bases. Il y a eu un petit twitch de mythe à un moment, vers la fin, donc je ne dirais pas quel mythe a été switché, pardon, mais un petit twist, non, twisté du coup. J'étais en mode, non, il finit pas comme ça le livre. Mais du coup, voilà, donc ils vont dans une chambre, dans un hôtel à Manhattan, me semble-t-il, et le groom, en fait, les enferme, enfin, les suit déjà, et quand ils arrivent, pas de lumière. Et le groom, il est là en mode, c'est bizarre, on se demande pourquoi. En fait, Arès est là en mode, vas-y, dégage, frère. Il lui dit de dégager et de les laisser tranquilles, et en fait, ils vont dans le lit et ils se retrouvent bloqués dans un filet en or, je crois, qui en plus affaiblit les pouvoirs, notamment ceux de Arès, ceux d'Aphrodite pas tellement. Elle reste toujours la plus belle, la plus majestueuse, etc. Mais Arès, lui, ne peut pas utiliser sa force pour se dépeutrer de ce filet en fait qui les bloque. Le mythe de base, Héphaïstos les bloque, enfin parce que du coup le groom c'est Héphaïstos. Le mythe de base c'est il les bloque et il convoque, je crois, soit il convoque, soit il les emmène sur l'Olympe devant tous les dieux pour que Arès et Aphrodite soient la risée des dieux. Là il y a un petit twist, c'est dès le début donc je peux vous le dire, où il leur permet d'avoir un tribunal un peu plus juste, où il sera le seul juge. Arès au début il est là en mode, donc t'es le juge, le témoin, le bourreau, enfin t'es tout en fait, donc c'est pas forcément équitable, mais en même temps il a pas super envie de se retrouver face à leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, face à toute la famille. Donc il accepte bien gentiment ils finissent par accepter, et elle, Aphrodite, leur dit à un moment que de toute façon elle en a aimé aucun des deux, et eux non plus ne l'ont jamais aimé, qu'en fait j'ai pas particulièrement accroché au personnage des dieux grecs, mais elle me faisait un peu de la peine, Aphrodite quand même, parce qu'à un moment elle leur dit en fait, ce que vous aimez c'est pas moi, c'est l'idée que vous avez de moi, la beauté, la perfection, l'amour, etc. Et en fait je suis tellement parfaite que vous pouvez pas m'aimer, vous aimez l'image que vous avez de moi, mais c'est pas moi, enfin c'est pas vraiment moi. Et elle leur dit que de toute façon eux en tant que dieux ne sont pas capables d'aimer. Elle a dit par contre les humains, eux, je peux vous raconter une histoire et vous allez voir que eux ils sont vraiment capables d'aimer. Arès il est là en mode non, moi je veux pas. Et il dit à Héphaïstos, non frère, tu peux pas lui dire oui pour qu'elle raconte une histoire, elle va encore nous donner des détails absurdes dont on se fout totalement. Il le dit pas comme ça, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. Il est là en mode, elle donne trop de détails, elle parle trop. Et Héphaïstos n'en a pas besoin de plus pour emmerder son petit frère, parce que dans ma tête toujours, hein, Arès est le plus jeune. Héphaïstos n'en a pas besoin de plus pour emmerder son petit frère, et lui dit, et dit à Aphrodite, raconte-nous l'histoire et nommez aucun détail. Donc vraiment, ça m'a fait un peu rire. Les dieux en fait sont juste risibles dans cette histoire. Donc elle commence à raconter l'histoire de Hazel et de James,
En plus, au début, il râle, et après, elle est là en mode t'inquiète, je t'ai pris une histoire qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a un soldat. Arès, il est là en mode vas-y, pourquoi pas. À la limite, s'il y a du sang, pourquoi pas. Et donc, elle raconte l'histoire de Hazel et Grace, qui sont. Hazel et James, pardon, il n'y a pas de Grace en plus, donc de Hazel et James, qui sont anglais, et au cours de la Première Guerre mondiale, ils se rencontrent à un bal où elle est pianiste, et lui, il vient de s'engager, il est censé partir une semaine plus tard en France, dans la Somme, pardon, je crois, en tout cas que c'est dans la Somme, enfin je ne sais plus où il est censé aller, mais il est censé être envoyé au front en France. Donc ils se rencontrent, ils dansent ensemble grâce à une collègue de Hazel, et ils commencent à se rapprocher, sauf que la guerre, les gars, lui est obligé de partir à la guerre, et on suit en fait cette épopée-là et cette aventure-là, et en parallèle on a une autre histoire, on a l'histoire de Colette et Aubrey, je crois. Donc Colette est belge au début de la guerre. Ouais, c'est ça. En 1914, l'Allemagne envahit son village. Tout le monde est tué. Beaucoup de gens sont tués. Toute sa famille, sauf sa mère. Mais sa mère finit par très vite mourir de chagrin. Et on a Aubrey qui est américain, noir et musicien. Ce qui fait que on a 4 dieux et déesses qui racontent. Donc on a Aphrodite qui raconte plus le côté un peu romance, amour, etc. On a Arès, puisqu'il y a la guerre, et que Aubrey à un moment devient soldat, enfin bref. Arès qui raconte la guerre et les horreurs de la guerre. On a Apollon, forcément avec un musicien, c'était évident. Donc on a Apollon, et on a Hadès, du coup, parce que qui dit guerre dit mort. Et j'ai trouvé vraiment le personnage d'Hadès était vachement stylé, je trouve. C'est le seul pour lequel j'ai pas explosé de rire, parce que vraiment les 4 autres c'était entre Aphrodite, Arès, Apollon et Héphaïstos, j'en pouvais plus. Mais du coup, ouais, Aphrodite appelle des témoins. Donc premier témoin Apollon, deuxième témoin Hadès, et elle demande si elle peut faire appel à un troisième témoin à un moment, et Arès il fait à ce stade on va direct sur l'Olympe, et puis comme ça on n'en parle plus, tu vois. Et elle lui explique qu'il n'y a pas besoin, parce que le troisième témoin c'est Arès, donc tranquille. Mais du coup j'ai trouvé quand même stylé ce dégradé en quelque sorte, ce mouvement où chacun raconte une partie en fait, et raconte sa partie, puisque c'est quand même plus crédible que Arès connaisse toutes les horreurs de la guerre que Aphrodite, même si Aphrodite on sans doute connaît quand même les horreurs de la guerre, mais c'était quand même plutôt stylé, et j'ai beaucoup aimé ce côté là. Après ça me sortait un peu de mon roman, du roman par moment, parce que du coup c'est eux qui parlent, et donc ils racontent machin en parlant des personnages, et par moment en fait ils lancent des petites piques, ou ils lancent des phrases à un autre à un des 4 autres dieux qui sont là, et en fait ça par moment en fait j'étais tellement plongé dans le truc qu'en fait ça me sortait du truc, avec Hazel, James et compagnie, ce qui m'a un peu perturbé, et ce qui je pense fait que la note a baissé. Non, puis j'arrivais pas à prendre les dieux au sérieux, donc forcément beaucoup plus compliqué. Mais du coup, ouais, un petit 12. Je me suis quand même bien attachée au personnage. J'ai pigné, j'ai pleuré par moments. Je me suis bien attachée au personnage, plus à Hazel et James qu'à Colette et Aubrey, par exemple. Mais ça restait, parce qu'on était quand même beaucoup plus souvent avec Hazel et James qu'avec Colette et Aubrey.
Mais ça restait quand même une belle histoire, à part à part le fait que j'ai trouvé les jeux grecs risibles. Je sais pas si c'était le but ou pas. Mais c'était un peu trop poussé, je trouve. Mais du coup, voilà. Pas forcément meilleure lecture de la semaine. Enfin, de ce point lecture, puisque la meilleure, elle arrive. Et il s'agit de Cinder, qui est le premier tome des Chroniques lunaires, donc de Marissa Meyer chez PKJ. Il fait 426 pages. Je l'ai lu en papier. Et je lui ai mis la note de 17/20. Je l'ai lu en 2 grosses flopées. Première flopée, enfin quand je l'ai commencé, j'ai lu, je crois, genre 208 pages en une soirée. J'étais vraiment à fond dedans. Et hier, j'ai lu les 218 pages restantes en quasiment une seule fois. J'ai juste fait une petite pause à un moment, mais en quasiment une seule fois. Donc en fait, en deux grosses sessions de lecture, j'ai déglingué Cinder. On y suit une réécriture de conte, donc de Cendrillon, où Cendrillon, enfin Cinder du coup, est une hybride. Elle est mi-humaine, mi-androïde. Les humains et les androïdes cohabitent plus ou moins bien, surtout très mal. Parce que je crois que tous les androïdes doivent avoir un maître humain. Enfin, vraiment une galère cette histoire. Et donc, Cinder est la meilleure mécanicienne de la communauté. La communauté, c'est l'endroit où elle habite. C'est Néo-Beijing. Beijing, je sais pas comment on le prononce. Et un jour, elle est sur le marché, comme tous les jours, enfin comme très régulièrement, et le prince Keito, donc le fils de l'empereur du royaume, vient avec son androïde et dit écoutez, cet androïde a la plus haute importance pour moi. Vous êtes considérée comme la meilleure mécanicienne du royaume. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Genre, est-ce que vous pouvez me la réparer? Donc elle est là en mode, bah, je peux essayer, oui, si vous voulez, mais vous avez pas, vous, des mécaniciens au palais? Et il est là en mode, ils ont rien trouvé. Ils ont jamais réussi. Donc est-ce que vous pouvez regarder parce que vous êtes vraiment la meilleure du royaume. Donc elle accepte. Et le problème, c'est que il part. Et quelques temps après, quelques minutes plus tard, l'une des autres tenancières d'échoppe du marché commence à montrer des symptômes d'une infection qu'il y a, d'un virus qu'il y a sur toute la Terre, qui est je l'ai noté, la létumose, qui est une maladie dont on n'a pas le vaccin. Il n'y a pas d'antidote. On est malade, on crève, clairement. Et relou, vraiment. Et donc le marché est fermé et Cinder rentre chez elle, donc là où il y a sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Donc il y a la belle-mère, c'est Adri, qui est une vraie peau de vache. Il y a Pearl, la grande sœur, qui est une vraie peau de vache aussi. Et il y a Peony, je sais pas comment on le prononce, qui est la petite sœur et qui, elle, est quand même assez proche de Cinder et avec qui elle s'entend bien. Sauf que Peony tombe malade à son tour. Ils sont à un autre endroit, mais bref, elle tombe malade, donc elle est mise en quarantaine, la petite. Et
en fait, Adri prend la décision que, parce qu'il y a des tests qui sont faits sur forcément des hybrides ou des droïdes qui sont vendus en gros à un médecin qui est relié au palais pour faire des expériences. Adri décide de vendre Cinder et s'ensuit tout un tas de péripéties dont je ne vous parlerai pas pour ne pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu. Mais du coup, j'ai super envie de lire la suite qui est disponible à la bibliothèque qui est, écoutez-moi bien, juste à côté de chez moi, genre à 5 minutes à pied. Donc, déjà une dinguerie. Donc il faut absolument que je passe à cette bibliothèque pour emprunter le tome 2. Et une fois que je l'aurai emprunté, je pourrai lire la suite, bien que ça fasse pas partie de mes priorités, on va pas se mentir. Mais du coup, j'ai quand même vachement aimé, je me suis vachement attachée au personnage, que ce soit Cinder ou le prince Kai. Adri, j'avais envie de la tarter, mais constamment. Pearl, on la voit pas tellement. Quand on la voit, elle est pas forcément gentille, mais on la voit pas tellement. Donc un peu déçu. Je m'attendais à pire. Non, franchement, elle vit déjà bien assez de galères, la pauvre Cinder. Cinder aussi, elle bosse au marché avec Ico, qui est un entièrement androïde pour le coup, et qui l'aide à réparer les trucs parce que Ico a un faisceau lumineux genre vachement cool pour mieux voir, donc ouais. Après ça, je vois pas forcément le lien, je vais pas vous mentir. Il y a pas de lien pour moi, à part pour rappeler que du coup c'est une réécriture de Cendrillon. Je vois malheureusement pas le rapport. Donc il y a toute une histoire avec le bal, etc. Après je comprends pas non plus pourquoi elle est censée porter constamment des gants, ce qui est pas le cas sur la couverture. Je trouve ça un peu dommage, mais j'ai quand même bien kiffé. J'avais eu un avis un peu mitigé par ma coloc, et en fait en reparlant avec elle, elle m'a dit en fait le tome 1 j'ai adoré, c'est à partir du tome 2 ça part en cacahuète totale. J'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai un peu peur de me lancer dans le 2, mais j'irai l'emprunter quand même. Et voilà. Cinder, j'ai mis un 17 quand même. J'ai quand même vraiment bien accroché au personnage. Cinder, elle est là, elle se laisse pas forcément faire. Ce que j'ai trouvé stylé. Et par contre, il y a un truc qui m'a un peu déçu, mais j'ai quand même mis la note de 17, donc ça m'a déçu, mais pas trop. C'est qu'il y a des théories qui me sont venues à l'esprit, notamment par rapport à Cinder, etc. Et en fait, à la moitié du roman, on a la première théorie qui est approuvée, enfin qui est prouvée, et j'avais une deuxième théorie par rapport à cette première théorie. Et en fait, en voulant aller voir le nombre de pages qu'il y avait dans le roman, il y a un moment où, en tournant les pages, je suis tombée sur un spoil qui est en fait la confirmation de ma deuxième théorie. Donc mes théories étaient confirmées, ce qui était un peu triste, un peu chiant finalement. Mais tant pis, j'ai quand même adoré ma lecture, j'étais à fond dedans. En fait, ma deuxième théorie était approuvée, enfin était confirmée, mais je savais pas comment elle allait réagir. Je savais pas comment le prince allait réagir, déjà en apprenant que c'était une droïde, parce que au début il la croit humaine, hein, la pauvre dame, genre totalement humaine, et alors qu'elle a genre 35% de son corps qui est droïde, enfin qui est androïde. Donc voilà. Quand même une petite pépite. J'ai quand même mis 17. Donc j'espère que la suite me plaira tout autant. Et que je vais pas abandonner le roman, en fait, en cours. Ça me décevrait un petit peu. Donc je suis, je crois, à 53 lectures finies depuis le début de l'année, ce que j'aime beaucoup. Alors je compte pas les abandons dedans,
mais ce que j'aime beaucoup du coup, puisque bah, c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, là je vais... Les prochaines lectures que vous allez voir sur le compte, il y a très fortement la chance que ce soit Rendez-vous avec le crime, donc le tome 1 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Qu'est-ce que vous allez voir d'autre? Très forte chance qu'il y ait également La passeuse de mots de Alice et Jennifer, Alric pardon, et Jennifer Twice. Et qu'est-ce que vous allez voir d'autre? Celui-ci, donc Même pas cap, de Pascal Stephens, qui est commencé et qui a déjà une pré-note. Enfin, j'ai commencé à remplir la note. Et il est trop bas, j'arriverai pas à l'atteindre. La malédiction de l'oracle, je ne sais plus de qui, mais pareil, réécriture de Seconde Guerre mondiale, de mythologie grecque, pardon. Et il y en a un autre, mais je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Et que vous allez avoir aussi, donc mythologie grecque, forcément. Et de sang, d'écume et de glace de Alexiane Delis, que j'ai commencé. Pareil, il y a des petites vibes, enfin, il y a des petites refs à la mythologie grecque, notamment avec le prénom de cette demoiselle, Perséphone. Donc, à voir. À voir. Et voilà. Je sais pas les 4 premiers que vous aurez. Sûr, il y aura les détectives du Yorkshire. Ça, c'est sûr et certain. Pour les autres, je sais pas trop, je verrai. On va pas se mentir, j'hésite encore. Sachant qu'il y en a un qui est en audio, il est quand même vachement épais. Je ne sais pas lequel c'est. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!